va faire. Comme ça, partagez. Attendez. Vous avez cliqué sur partager l'écran. J'ai fait le partager l'écran. كدير بارطاجي ليكرون نورمالمون يخرج لك اللي واش عندك في اسمه في ليكرون تاعك كاريمون كلش واش كاين كوم فيشي اوفير. Oui, tout là. Mais est-ce que vous voyez l'écran? بون باردون دوك نحي نو انا ماشي نو جو لو فوا با انكور نو اتوندي نحي لا كومونيكاسيون تاعي قبل Hein? Non, je ne la vois pas. Il y a un problème, je ne sais pas comment faire. Je vois ici un bureau qui n'est pas le mien. Ah oui? Ah, c'est peut-être à l'AIADA, non? Je ne sais pas. Bon, professeur Balaman, la communication est مفتوحة. مفتوحة. Très bien. Vous êtes en train de partager. ما عندكش تحت في لا فينيتر بارطاجي ليكرون بارطاجي par exemple comme ça comme j'ai fait. Non. Partagez l'écran, mais je clique dessus, il marque vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant partage. Ah, très bien. Alors moi, je vais m'arrêter, Anna. Je vais m'arrêter. Essayez de partager l'écran, professeur Balaman. Je vois ma présentation, mais je la vois maintenant, diverticulose colique, je la vois, Anaya. Voilà. Il faut agrandir, professeur Balaman, si il faut agrandir la fenêtre. C'est-à-dire mettre la communication en plein écran. Pas PowerPoint. PowerPoint, la mettre. Voilà. Ah, très bien, on la voit maintenant. Alors, je vous remercie. Bon courage, professeur Balaman. Merci. Donc, nous allons entrer dans le côlon pour parler de la diverticulose colique. Et que la diverticulose colique, comme on l'a défini, c'est une maladie, on dit diverticulose ou maladie diverticulaire. C'est une affection qui est fréquente dans les pays surtout industrialisés et dont la prévalence augmente avec l'âge, touchant jusqu'à 2/3 des personnes de plus de 80 ans. Elle reste généralement asymptomatique, mais peut cependant, dans 10 à 20% des cas, se compliquer, soit d'hémorragie, soit d'infection, ce qu'on appelle la diverticulite, avec ses complications qu'on va voir ensemble, l'abcès, la perforation, les fistules et les sténoses. On va d'abord définir le diverticule colique. Il y a deux types. Il y a le diverticule type 1 qui est une hernie de l'ensemble de la paroi colique, c'est-à-dire que toute la paroi qui fait hernie, elle est rare et surtout congénitale. Elle siège surtout au niveau du sécom. Le type 2 qui est le plus fréquent est un diverticule de tout le côlon qui peut survenir au niveau du côlon. C'est une hernie acquise de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers une zone de faiblesse qu'on appelle les points faibles par où passent les vaisseaux au niveau du côlon. Et donc, ça va créer l'hyperpression au niveau du côlon, va entraîner une hernie de la muqueuse de la sous-muqueuse à travers ces fentes vasculaires.
La diverticulose colique, c'est le nombre, c'est-à-dire qu'il y a une présence de multiples diverticules au niveau du côlon. Vous avez surtout le côlon sigmoïde qui est le siège le plus fréquent de ces diverticules, mais on peut, comme j'ai dit, ils peuvent toucher tous les segments du côlon. Elle n'est pas responsable, n'est responsable d'aucun symptôme lorsqu'elle n'est pas compliquée. La diverticulose, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on peut ne pas, soit on l'a découvert lors d'un examen endoscopique, on découvre les diverticules, ou bien parce qu'ils se manifestent par des complications, en particulier la diverticulite soit infectieuse ou une hémorragie diverticulaire. Voilà, la diverticulite aiguë. Et l'inflammation ou l'infection des diverticules du côlon. Vous avez ici une illustration. Donc, comme j'ai dit, la diverticulose est caractérisée anatomiquement par des ectasies saculaires à parois fines, mais absence de la couche musculaire circulaire ou longitudinale, qui font saillie à travers la paroi affaiblie du côlon. Vous voyez ici à droite, le diverticule est une évagination, et on veut une hernie de la muqueuse et de la sous-muqueuse. La couche musculaire reste intacte. Vous avez ici une illustration endoscopique, c'est les orifices que vous voyez ici. Là, c'est des diverticules qui ne sont pas compliqués. Voilà, c'est ce que vous voyez, l'aspect en gruyère. L'épidémiologie, c'est surtout du point de vue sur le plan de l'âge. On voit ces diverticuloses ou ces diverticules, 5% des cas à l'âge de 40 ans, et cette fréquence va augmenter au fil des années pour atteindre 40% à 60 ans et jusqu'à 65% à 85 ans. Elle touche la femme comme l'homme, le sexe ratio est de 1, c'est-à-dire une femme ou un homme, c'est la même chose, il n'y a pas de prédilection pour le sexe. Le siège est le côlon distal, particulier surtout, comme j'ai dit au début, 95% d'atteinte du sigmoïde, seulement 15% d'atteinte au niveau du côlon droit. Lorsqu'on voit la diverticulose sur le plan l'histoire naturelle de la maladie, elle est asymptomatique dans 70 à 80% des cas. Et elle se complique un quart des cas, c'est-à-dire dans 15 à 25% des cas. Il y a aussi la complication et l'hémorragie qui peut survenir dans 5 à 15% des cas. Pour ce qui est des sténoses, elles sont rares. La diverticulite infectieuse, c'est-à-dire quand il y a une infection des verticules, elle peut ne pas être compliquée dans 75% des cas, mais elle récidive. Par contre, dans 30% des cas, il peut y avoir plusieurs récidives. Elle peut être d'emblée, dans 25% des cas, compliquée, c'est-à-dire compliquée d'abcès, de perforation. Pour ce qui est de l'hémorragie, elle cède spontanément dans 80% des cas et elle peut récidiver dans 20% des cas. Nous allons voir un peu sur la physiopathologie du diverticule. Il y a des contractions, les contractions musculaires segmentaires coliques qui sont exagérées, qui va entraîner une augmentation de la pression au niveau du côlon, qui va favoriser l'augmentation de la pression au niveau du côlon parce qu'il est trop spasmé, ça forme des sacules, qui va favoriser la hernie à travers les fentes vasculaires. Le sigmoïde, le segment, je répète toujours, le sigmoïde est le segment du côlon le plus affecté parce que le diamètre est le plus petit. C'est là où le diamètre du côlon est réduit. Et suite aux pressions les plus hautes, la majorité des diverticules se forment au niveau du sigmoïde. Voilà une illustration. Du fait de l'alimentation qui est pauvre en fibres, ça va favoriser une constipation par progression, la constipation
complication, la constipation, pardon, deux types de constipation sur le plan physiopathologique, un défaut de progression ou bien par une constipation terminale. Donc, lorsqu'il y a un volume faible du bol fécal, il va entraîner une augmentation de segmentation pour faire progresser ce bol. Et cette hypersegmentation va entraîner une élévation de la pression, qui va favoriser la formation de diverticules. Vous voyez ici le diverticule à travers une fente où passe l'artériole, donc c'est ces zones-là, où passent les vaisseaux, qui va favoriser la hernie de la muqueuse. On voit ici la couche musculaire, que ce soit circulaire ou longitudinale, qui va rester intacte. Pour ce qui est de la diverticulite, c'est une érosion de la paroi du diverticule, soit par une ischémie, en raison d'une augmentation de la pression de la paroi, soit par le frottement des matières fécales à ce niveau-là. Donc, les matières fécales vont entrer dans l'orifice diverticulaire. Il va favoriser la stase stercorale, va favoriser une inflammation et parfois une microse focale, qui va entraîner même des micro-perforations ouvertes par le tissu adipeux, glycolique, ou mésentérique ou par l'épiplan. Mais peuvent favoriser la formation, bien sûr, de l'abcès, des abcès qui vont parfois fistuliser dans les organes adjacents, c'est-à-dire surtout au niveau de la vessie les plus fréquentes. En présence d'une perforation ouverte, il se développe rapidement une péritonite brûlante ou stercolare qui va nécessiter une intervention chirurgicale d'urgence. Ces diverticules, j'ai dit qu'ils peuvent régresser dans 75% des cas, ils ne se compliquent pas rapidement, c'est-à-dire dans 2/3 des cas, il n'y a pas de complications, mais par contre, ils peuvent entraîner des récidives. Et ces récidives d'infection ou d'inflammation du diverticule va entraîner un phénomène de cicatrisation qui va favoriser la formation de sténose. Deuxième, pour ce qui est de l'hémorragie diverticulaire, le dôme du diverticule provoque une élongation et un amincissement des vaisseaux. Vous voyez ici, au niveau quand il y a à travers la fente, il va entraîner des élongations vasculaires qui vont favoriser le saignement. Vous avez aussi la prise des ANS, des anti-inflammatoires, qui va favoriser aussi l'hémorragie. Sur le plan anapathe, du point de vue macroscopique, le diverticule, c'est une petite saillie sphérique ou périforme. Elle est de consistance molle, ferme ou parfois dure. La taille du diverticule est de généralement 1 à 7 mm. La couleur, la berge est rose ou parfois bleutée, marron foncé. Donc, on peut voir cet aspect-là de la même couleur du côlon que parfois un aspect bleuté ou marron foncé. Le nombre de 1 à plusieurs, parfois même à une centaine de diverticules, ce qu'on appelle la diverticulose colique. Le siège, comme j'ai dit, le plus fréquent, c'est le sigmoïde qui est le plus touché, mais peut se voir au niveau du côlon gauche, du transverse, du côlon droit, de séquence. Après la section de ce diverticule, on peut voir un épaississement et une hypertrophie des muscles longitudinales et circulaires avec un aspect plissé et ondulé en accordéon. La muqueuse est saine du diverticule, il est vide ou rempli de sel. Il va donner, on peut voir un collet diverticulaire, c'est-à-dire l'ouverture du diverticule qui peut être étroit, parfois large. Sur le plan microscopique, la muqueuse doublée de la muscularis mucosée franchit les plans musculaires qui sont épaissis. Donc, on a vu que les plans musculaires sont épaissis. Avec constitution d'un anneau scléromusculaire ou une hypertrophie graisseuse réalisant ce qu'on appelle la sclérolipomatose, qui est secondaire à l'inflammation, bien sûr.
Qu'en de diagnostic? Comment faire le diagnostic? D'abord, sur le plan clinique, je dis que la diverticulose elle est asymptomatique. Parfois, quand il y a une diverticulite ou un saignement, on peut voir un tableau clinique d'appendicite à gauche, c'est-à-dire un syndrome douloureux de la fosse iliaque gauche qui peut s'accompagner de déborder sur le flanc gauche, la région suspubienne. Ce qui est de le transit intestinal, il peut être normal dans la moitié des cas ou un tiers des cas. Et plutôt, parfois, c'est surtout des diarrhées que constipation. On peut voir aussi un amaigrissement dans 21% des cas. Parfois, lorsqu'il y a des symptomatologies, surtout urinaires, ils peuvent suspecter une fistule clovisicale suite à la perforation de la fistule de diverticule dans la vis. La fièvre est trouvée on peut trouver de la fièvre chez 4 malades sur 5 avec une tachycardie. Sur le plan physique, l'examen retrouve une défense de la fosse iliaque gauche, mais parfois l'examen est normal. Sur le plan biologique, c'est une infection, donc il va y avoir une hyperleucocytose à prédominance de polynucléaires. On trouve aussi un syndrome inflammatoire avec une CRP qui est positive. Et le CBU des urines, il peut être normal en dehors de cas de fistule colovisique. Donc, si on trouve une infection urinaire, il faut rechercher une fistule colovisique. Sur le plan morphologique, comment faire le diagnostic? Bon, si on fait un ASP, en dehors il n'y a pas de perforation, on ne trouve rien. L'ASP peut être normal. Avant, on pratiquait le lavement baryté aux hydrosolubles, parce on le fait aux hydrosolubles à l'époque, parce que lorsqu'on suspecte une perforation, on doit la faire aux hydrosolubles pour ne pas créer de complications. Ce lavement baryté peut montrer les sacs de diverticules avec au niveau du sigmoïde une muqueuse irrégulière, en spicule, émateuse, voire un rétrécissement de la lumière colique quand c'est compliqué de sténose. On peut pratiquer une échographie abdominale qui va montrer un épicissement pariétal colicogène qui donne un aspect en cible sur les coupes transversales et un épaule-péristatique. Cette échographie permet d'éliminer un diagnostic surtout différentiel, en particulier ou alternative, gynécologique chez la femme ou urologique chez l'homme, même chez la femme urologique. Donc, il faut rechercher des complications d'abcès. La sensibilité de l'échographie est jusqu'à 98% quand même, donc avec une spécificité de 80 à 96%. Donc, c'est un examen quand même fiable de débrouillage pour faire le diagnostic d'une complication de diverticule. Voilà un diverticule qui est compliqué. Vous voyez, le collet de diverticule est infecté, fermé, et on voit ici l'inflammation avec parfois du pus au niveau de la lumière diverticulaire. Là, c'est la mobilité qu'on pratique plus maintenant. Là, on fait maintenant des coloscanners pour faire le diagnostic de diverticule. Vous voyez, sur le plan de la mobilité, des formations sphériques, plusieurs, qui assument la paroi sphérique. Le diagnostic le plus maintenant, comme j'ai dit, c'est le scanner abdominopelvien. C'est l'examen de référence maintenant, avec une spécificité qui peut aller jusqu'à 100% des cas. Une sensibilité de 95% quand même. Donc, le remplissage de la lumière colique par de l'air ou un lavement aux hydrosolubles permet une meilleure définition. On associe
un remplissage de la lumière colique avec de l'eau, avec des produits hydrosolubles. Elle permet une meilleure définition des anomalies de la paroi et des régions péricoliques. Elle met en évidence les diverticules. Elle permet aussi de voir la densification et l'infiltration de la graisse péricolique. On peut voir aussi l'épaississement des mésos et rechercher bien sûr une complication, à savoir l'abcès, la sténose ou la perforation. La coloscopie est un examen quand même qui reste dangereux. C'est un champ de mine, les diverticuloses. Un champ de mine quand on rentre dans un côlon plein de côlon, on retient vraiment le souffle. Il y a un risque accru de perforation provoqué par l'examinateur, surtout lorsqu'il n'est pas très expérimenté. Donc, la coloscopie, les signes endoscopiques de diverticulite aiguë sont l'œdème, l'érythème, comme vous avez vu sur la photo, un bonbon sous-muqueux qui peut soudre de pus. La coloscopie, bien sûr, il faut la proposer à distance d'une première poussée pour éliminer une pathologie colique associée, un cancer ou un polype. Diagnostic. D'abord, il y a des formes cliniques. Les formes cliniques, on peut avoir des formes frustées latentes. En règle, le général, c'est asymptomatique. Découverte fortuite, soit par la radio ou par l'endoscopie, et même parfois lorsqu'on opère un côlon pour autre chose. Sur le plan clinique, les douleurs ou sensibilité abdominale, on peut avoir des ballonnements, des troubles de transit à type de constipation. L'examen clinique est le plus souvent normal. On peut palper un cordon sensible dans la fosse iliaque gauche qui correspond au sigmoïde et qui peut être un peu rigide. Sur le plan biologique, les formes frustes, il n'y a pas d'anomalie généralement. La mobilité, ce n'est pas l'examen clé. Bon, c'est un examen, comme j'ai dit, qui est abandonné. On peut faire, par contre, bien sûr, en prenant des précautions, une coloscopie qui permet de faire le diagnostic et de rechercher et d'éliminer une lésion associée, soit un cancer ou des polypes. Elle permet aussi de mettre en évidence l'hémorragie diverticulaire. Pardon. Les formes compliquées se voient surtout chez... Il y a la corticothérapie, l'immunodépression qui sont des facteurs de gravité et qui font retarder le diagnostic et peuvent entraîner un échec de traitement médical. Les perforations sont fréquentes et on peut avoir une surmorbidité, une surmortalité post-opératoire. Elle entraîne aussi surtout des perforations qui sont plus fréquentes dans ce cas des formes compliquées. C'est les sujets immunodéprimés. L'autre complication, c'est l'abcès diverticulaire. Les complications commencent par l'abcès diverticulaire. C'est généralement un abcès périsigmoïdien. Sur le plan fonctionnel, il y a une persistance, une aggravation des signes cliniques, surtout la douleur et la fièvre. Sur le plan de l'examen physique, on peut trouver une masse au niveau du flanc gauche qui est sensible. Et aussi sur le TR, quand on fait le toucher rectal, on peut trouver soit un toucher douloureux ou on peut palper aussi une masse à ce niveau-là. Vous avez l'abcès mésentérique qui peut donner
un aspect de tableau d'occlusion fibrile. Sur le plan biologique, bien sûr, c'est une infection, une suppuration profonde qui va donner une hyperleucocytose avec des polynucléaires et une augmentation de la CRP, qui témoigne bien sûr de syndrome inflammatoire. La TDM va montrer la taille, va décrire la taille de l'abcès, ses rapports, son accessibilité. Éventuellement, elle va permettre de drainer radiologiquement l'abcès. Parfois, on a un tableau de masse pelvien hétérogène, donc il y a un phlegmon, ou présence d'air en dehors de la lumière colique, et un abcès péricolique ou perforation. Donc là c'est la TDM qui va montrer ces complications extracoliques. La coloscopie dans ce stade-là, bien sûr, est à éviter. Ce qui est des fistules sont la conséquence de drainage spontané d'un abcès dans une cavité anatomique adjacente, soit dans le vagin, l'utérus, l'urtère, l'intestin grêle, l'ombilic, la peau, l'ovaire. Donc, tout ça les fistules peuvent siéger à ces différents niveaux. Et la clinique va dépendre, bien sûr, de siège. Les plus fréquentes, c'est les fistules provésicales, c'est-à-dire la communication avec la vessie, qui se manifeste par une pollacurie, infection urinaire polymicrobienne, et on peut voir une pneumaturie, c'est-à-dire de l'air qui sort par le vagin, ou bien une fécalurie, aussi c'est la sortie de matière fécale par la cavité vaginale. Le diagnostic, on fait une cystoscopie, c'est un examen endoscopique de la vessie. On peut faire le scanner qui va montrer, bien sûr, la présence de l'air de l'air. Et à l'ASP, on peut voir aussi la présence de l'air quand il y a une fistule au niveau de la vessie. Ce qui est des fistules colovaginales, ça donne des infections vaginales et microbiennes récidivantes avec émission de gaz et de sel par le bas. Vous avez les fistules iliosigmoïdiennes qui se manifestent surtout par des diarrhées chroniques. Pour ce qui est des fistules colo-cutanées, elles peuvent compliquer un geste de drainage. La plus grave aussi des complications, bien sûr, comme j'ai dit au début, est la péritonite généralisée qui est secondaire à l'ouverture d'un abcès diverticulaire dans le péritoine. Et donc le passage des matières fécales au niveau du péritoine. Selon l'existence ou l'absence de communication entre l'abcès initial et la lumière colique, la péritonite sera stercoale ou purulente. Voilà. La péritonite sans abcès préalable serait possible lors des perforations de la paroi colique d'origine vasculaire ou bien lorsqu'on fait une perforation iatrogène lors de l'examen coloscopique. Sur le plan clinique, c'est une péritonite qui se manifeste par une contracture abdominale avec parfois un choc septique. Les formes asthéniques peuvent se voir chez les sujets âgés et immunodéprimés. Sur le plan biologique, un syndrome d'infection, une insuffisance rénale aiguë, secondaire bien sûr au choc septique, avec des troubles hydroélectrolytiques. Quand on fait un ASP en urgence, on peut trouver un pneumopéritoine qui témoigne de la perforation et sur la TDM, un épanchement gazeux ou liquidien intrapéritonien. La dernière complication, c'est l'occlusion colique aiguë, qui donne un tableau d'une occlusion fibrile. À l'ASP, on trouve des niveaux hydroaériques. La coloscopie, on peut trouver une sténose large, quand on l'a fait vraiment avec précaution, on peut trouver une sténose large, serrée, très douloureuse, peut-être précédée d'une zone de diverticule,
avec une muqueuse émaciée, fragile, non ulcérée. Et ça va nous permettre d'éliminer un cancer, bien sûr. Sur le lavement opaque, mais quand on est obligé de faire un lavement au hydrosoluble, on peut trouver une sténose régulière, centrée, large, avec un ou plusieurs diverticules. On vient aux hémorragies diverticulaires qui sont responsables de 30 à 50% des causes d'hémorragie digestive basse. Ils vont toujours être luminales. Parfois, ils sont abondantes et qui nécessitent des transfusions, mais jamais responsables d'anémie, de saignement, parce que ça ne donne pas de saignement chronique. Donc, c'est surtout quand ils sont abondantes, ça nécessite des transfusions et peut donner une anémie, une déglobulisation lorsqu'ils sont importants, bien sûr. Donc, j'ai dit qu'ils peuvent, les saignements tout à l'heure, j'ai dit qu'ils vont se tarir spontanément dans 80% des cas. Donc, rarement chirurgical, car le saignement cède spontanément 3 fois C4, mais parfois, ça récidive dans 30% des cas. Je reviens surtout sur le sujet âgé, où la maladie est méconnue. Ça entraîne des hémorragies parfois brutales, sans prodrome, ni signe accompagnateur. Quand on fait la coloscopie, on est inondé parfois, mais on peut mettre en évidence le saignement et mettre en évidence le vaisseau qui saigne. Ou parfois, on peut trouver un vaisseau visible, mais qui n'est pas hémorragique, c'est-à-dire que le saignement s'est arrêté. On peut voir au niveau du diverticule un vaisseau visible. Ou bien un caillot adhérent au niveau de la poche diverticulaire. On peut parfois, quand on ne met pas en évidence l'hémorragie, avoir recours, mais c'était surtout avant. On peut avoir recours à l'artériographie ou bien aux scintigraphies marquées au globule rouge, scintigraphie au globule rouge marqué. Voilà un saignement là sur l'aspect en coloscopie. On peut voir un saignement en nappe qui provient des orifices, d'un orifice diverticulaire ici. Voilà un caillot et un vaisseau visible ici. Voilà le vaisseau visible et parfois le caillot. Et là, quand on nettoie, le saignement s'est arrêté. On peut voir aussi des formes pseudotumorales, où les douleurs sur le plan clinique, c'est des douleurs chroniques persistantes, avec des modifications de transit à type de constipation, et parfois même un tableau d'occlusion colique aiguë. La coloscopie permet de mettre en évidence la sténose serrée et peut-être précédée des zones de diverticule. Comme je me répète ici, donc ça va nous permettre d'éliminer surtout le concept parce que ça donne des tableaux pseudo-tumoraux. Et là, pour faire le diagnostic histologique, il faut que la sténose soit franchissable pour faire des biopsies à ce niveau-là. Sur le plan de la scanographique, on note la présence d'une infiltration de la graisse péricolique, mais là, on ne trouve pas d'adénopathie ou de masse intraluminale qui peuvent éliminer le diagnostic de cancer colique. Les complications aussi, toujours les formes selon le siège, ça c'est les formes cliniques. Selon le siège, vous avez surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du côlon gauche, c'est le sigmoïde, et les complications, c'est les diverticulites ou la sigmoïdite diverticulaire. On peut voir au niveau du côlon transverse, dans 6 à 20% des cas, mais le plus souvent, ils sont asymptomatiques. Au niveau de l'appendice, on peut voir une hémorragie. Et au niveau les diverticules au niveau du rectum sont très rares parce que la paroi rectale est c'est plus épicée que les autres segments du côlon. En plus, la vascularisation, elle est un peu indépendante de la vascularisation.
Vous avez aussi les formes associées, peut-être associées à d'autres diverticules digestifs au niveau du grêle, du duodénum, de l'œsophage, mais exceptionnellement. On peut voir associé aux autres faiblesses pariétales, ce qu'on voit dans ce qu'on appelle le syndrome de la triade de Sain, où on voit l'association d'une lithiase vésiculaire avec des hernies, des prolapsus et des ventrations. Peut-être aussi à une endocardite, ou des polypes et des tumeurs, ou à des troubles fonctionnels intestinaux. Le diagnostic différentiel se porte surtout qu'il y a une infection, une diverticulite aiguë non compliquée avec un tableau d'appendicite pelvien ou ectopique, une pyélonéphrite, une diverticule de Meckel ou une salpingite chez la femme. Il peut se porter aussi devant une séparation écolique ou pseudotumorale, surtout avec le cancer. Devant une sténose, on peut voir plusieurs diagnostics de sténose colique, infectieuse, inflammatoire, tumorale, iatrogène. Le diagnostic aussi, quand il y a une hémorragie digestive basse, c'est surtout qu'il faut éliminer un cancer de côlon, une tumeur vileuse, des polypes qui saignent et qui peuvent saigner, des angiodysplasies, des malformations vasculaires, c'est des chaînes artério-veineuses qui peuvent donner des saignements, surtout sur le sujet âgé, et qui peuvent être confusion avec ça. On peut voir aussi une hémorragie, une hémorragie digestive haute, et lorsqu'elle est abondante, elle peut entraîner des rectorragies. Pour ce qui est devant une péritonite aussi, il faut soulever, il faut suspecter les autres causes de perforation colique. Devant une fistule, et surtout le cancer, la maladie de Crohn ou les colites radiques. Donc, nous allons passer au traitement. D'abord, les buts du traitement, c'est d'améliorer la qualité de vie, de traiter la poussée de diverticulite aiguë, surtout ça, et traiter les autres complications, la plaie, l'hémorragie. Les moyens thérapeutiques dont on dispose, c'est surtout il faut lutter contre les troubles du transit qui favorisent ça et qui peuvent entraîner, lorsqu'il y a une constipation, par exemple, des complications qui favorisent l'irritation des diverticules. Donc, il faut faire un régime hygiéno-diététique par une alimentation riche en fibres, éviter les laxatifs irritants, éviter certains médicaments, les corticoïdes, les anti-inflammatoires, les immunosuppresseurs. Potentiellement, c'est des médicaments qui peuvent être toxiques pour le diverticule. Le traitement médical de la diverticulite aiguë, d'abord, il faut mettre au repos le côlon, en fonction de la gravité, bien sûr, des symptômes. Le régime sans résidus, c'est-à-dire il faut éliminer tous les fibres, tous les régimes riches en fibres. Il faut faire une aspiration nasogastrique qui n'est pas systématique. Lorsqu'on suspecte une occlusion, surtout quand il y a des signes d'occlusion ou de perforation, on peut mettre en place une sonde nasogastrique pour l'aspiration. Le traitement de la douleur, on utilise surtout des antispasmodiques, mais pas d'anti-inflammatoires. Une vessie de glace quand il y a des douleurs au niveau de la fosse iliaque gauche pour donner un aspect antalgique. Ce qui est des antibiotiques, il faut donner des antibiotiques qui sont actifs sur les germes bacilles gram négatifs anaérobies et aérobies, et surtout les entérocoques. Et ces antibiotiques, on les donne associés. Généralement, on associe plusieurs antibiotiques, enfin plusieurs antibiotiques, 1 ou 2 antibiotiques jusqu'à 3. Généralement, on utilise l'amoxicilline avec l'acide gluvaninique, qui est active sur les anaérobies et les entérocoques.
On peut associer un aminoside à type de gentamicine qui couvre les entérobacilles et certaines souches d'Escherichia coli sécrétrices de pénicillinase. Les cyclosporines de troisième génération ou la fluoroquinolone associée au metronidazole. S'il y a allergie à la pénicilline, on donne un aminoside avec le metronidazole. Le traitement peut généralement de 10 à 15 jours, voire même 3 semaines par fois. Alors, on passe au traitement instrumental. Quand on parle de traitement instrumental, c'est surtout le drainage percutané d'un abcès sous contrôle échographique ou scanographique. Donc, on commence par drainer un abcès radiologiquement. Parfois, ça donne des résultats. Parfois, on n'arrive pas. À ce moment-là, il faut penser au traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, soit la résection l'anastomose se fait en un temps. On fait une résection, par exemple, de sigmoïde, et on fait en même temps l'anastomose. Soit on fait une résection anastomose protégée, c'est-à-dire on associe l'intervention de Hartmann. On fait une poche de colostomie pour surveiller et éviter aussi la récidive de l'occlusion ou bien de complications. Donc, c'est une protection. Quand l'état général s'améliore, bien sûr, on fait le rétablissement et permet aussi parfois de ne pas intervenir directement. On fait une colostomie de décharge et puis on reprend le malade pour la colectomie prophylactique. Lorsque la diverticulose colique n'est pas compliquée, c'est seulement un régime, un traitement symptomatique. Lorsque la diverticulite aiguë n'est pas compliquée, il peut entrer dans l'ordre et ce n'est pas juste un passage. On fait une mise au repos du côlon, surveillance, des antalgiques, des antibiotiques en IV pendant 10 jours et en relais pendant 2 à 3 semaines. Lorsque la diverticulite aiguë est compliquée, il faut faire une injection anastomose en un temps. Bien sûr, la chirurgie peut se faire 8 à 12 semaines après l'échec du traitement médical. On commence toujours par le traitement médical. Lorsque les conditions locales sont favorables, on fait une résection anastomose avec colostomie obligatoire. S'il y a lésion infectieuse, on fait un Hartmann. Si l'exérèse est impossible, on fait une exclusion drainage, c'est-à-dire on fait une poche de colostomie et on réinterviendra après. Ce qui est de l'abcès, les abcès biliaires mal limités risquent d'évolution défavorable, de rupture et de péritonite en 2 temps. On fait un geste chirurgical, si possible, précédé d'un geste percutané qui pourra retarder l'intervention et permettre sa réalisation en un temps. Sinon, résection immédiate sans rétablissement de la continuité avec nécessité d'un deuxième temps opératoire. Lorsque l'abcès est mésocolique de petite taille, possibilité d'évolution favorable sous traitement médical. Ce qui est des fistules, le traitement le plus souvent électif à distance de la poussée inflammatoire initiale, résection sigmoïdienne avec rétablissement immédiat de la continuité, plus cure de la fistule selon l'organe concerné. On ferme le pertuis vésical, avec souvent, on est amené de faire une cystéctomie partielle. Soit, parfois, on fait une résection segmentaire du grêle, bien sûr, en cas de fistule avec l'intestin grêle. Lorsqu'il y a une fistule avec les annexes, surtout l'utérus, on peut faire une hystérectomie associée. Pour les sténoses coliques, justifier une intervention sont surtout les sténoses cliniquement significatives, pour lesquelles les investigations opératoires n'ont pas permis d'éliminer formellement un cancer colique associé.
L'intervention est réalisée au mieux à distance de l'épisode occlusive, bien sûr, après préparation colique, résection anastomose protégée. On pratique une intervention de Hartmann et on reprend les malades après. En cas de péritonite, c'est l'exérèse d'emblée avec colostomie terminale type Hartmann, suture et drainage en contact sans exérèse avec colostomie d'amont. En cas d'hémorragie diverticulaire, bien sûr, il faut réanimer le malade, transfusion, correction d'une coagulopathie surtout chez le sujet âgé. Perfusion, on peut avoir recours à la perfusion de vasopressine qui va permettre d'arrêter le sang dans 90%, mais avec des récidives dans 40% des cas. C'est échec ou récidive, colectomie segmentaire au total. Quelles sont les indications de la colectomie prophylactique? Selon les recommandations, pour l'Européenne Association for Endoscopic Surgery, c'est-à-dire l'association de l'endoscopie chirurgicale, il faut la faire après 2 poussées de diverticulite ou après une poussée si le malade doit prendre un traitement immunosuppresseur au long cours. La société américaine, le collège américain de gastroentérologie, 2 poussées de diverticules non compliquées ou après une poussée documentée pour les malades jeunes ou immunodéprimés. Donc, il faut faire une colectomie pour éviter les complications qui surviennent lors des récidives. Pour les propositions actuelles, après une 2e poussée de diverticulite traitée médicalement, quel que soit l'âge et les signes de gravité, il faut la faire. Après une première poussée de diverticulite aiguë avec critères canographiques de gravité chez les malades à risque, les malades de moins de 50 ans, les immunodéprimés, les malades qui nécessitent un traitement immunosuppresseur ou une corticothérapie prolongée, bien sûr, il faut la faire. Donc, en conclusion, la diverticulose du côlon est une anomalie anatomique acquise de la paroi colique. Elle n'est pas compliquée. Lorsqu'elle n'est pas compliquée, elle est en général asymptomatique, mais elle peut se compliquer malheureusement sur un mode inflammatoire ou infectieux ou hémorragique. Le scanner abdominopelvien est un outil de référence diagnostique maintenant, le gold standard pour le diagnostic, et en même temps, ça va permettre de faire le pronostic de l'infection. Les indications opératoires lors des diverticulites sont simples pour les urgences, péritonites, les complications tardives, les fistules, les sténoses. Ils sont défaits, si possible, pour les abcès grâce aux ponctions et drainages guidés de radiologie. Les discuter pour la chirurgie prophylactique selon la gravité, le nombre d'épisodes et selon les recommandations des sociétés savantes. Je vous remercie. Je vais voir Je trouve pas de questions, donc je vous remercie de m'avoir entendu et à la prochaine, Inch'Allah. Ah, pardon, j'ai... Alors, je n'ai pas compris la différence entre le type 1 et le type 2 de diverticule colique. Le type 1, c'est un diverticule congénital et c'est toute la paroi qui sort, c'est-à-dire la muqueuse, la sous-muqueuse et là. Et le siège, elle est unique. Généralement, le diverticule 1, il est unique. Il siège le plus souvent au niveau du TECOM.
Salut Malek. Allez, Ça va? ça va. La première fois, Non, non, mais ça va, tu t'es très bien débrouillé, hein. hein, C'est vrai qu'on se sent parfois seul, mais bon. hein. Alors là, s'il vous plaît, comment une diverticulose peut engendrer une occlusion colique or que le diverticule se forme vers l'extérieur et non pas vers la lumière colique. Les complications de la diverticulite sigmoïdienne, l'inflammation, l'infection va entraîner, comme j'ai dit tout à l'heure, une réduction de la lumière colique par les phénomènes cicatriciels parfois. Différence entre diverticulite et diverticulose. La diverticulose, c'est la présence de diverticules au niveau du côlon. Et la diverticulite, c'est l'infection du diverticule. C'est quoi Hartmann? C'est une intervention chirurgicale. Quand on ouvre, on ferme le rectum, on le laisse en place et on débouche le côlon. Soit on opère la lésion, soit parfois, alors surtout pour les tumeurs, on fait on abouche la partie haute du côlon à la peau. Et ça va permettre de reprendre le malade dans des conditions à froid. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci Malek, yatik saha. Merci beaucoup. Merci pour. يعطيك الصحة. أنا انتبه في كل دايما داير حالة. Merci Malek, yatik saha. الله يسلمك.